Donc voilà, j'ai lancé l'enregistrement et donc on est parti. Donc bonjour à tous et bonjour donc à Pascal de Coster qui me fait le grand plaisir justement aujourd'hui de participer à cette interview. Bonjour Pascal. Bonjour Sébastien. Donc là, on va commencer notre troisième interview sur les aspects de TDAH et j'ai vraiment un très grand plaisir aujourd'hui de t'accueillir dans ce cadre-là. Et je vais peut-être juste commencer, parce que je sais qu'on va parler beaucoup tous les deux, de se dire, je vais te laisser te présenter et présenter un petit peu tes activités du quotidien. Donc, je m'appelle Pascal de Coster. Je suis la fondatrice de l'association TDH Belgique. Et cette association, je l'ai fondée en 2004. Mais j'étais déjà active sur le terrain depuis quelques années parce que j'ai 2 enfants qui sont atteints de TDAH. Donc maintenant, ils sont devenus adultes, mais donc ils ont été diagnostiqués. Guillaume a 32 ans maintenant, il a été diagnostiqué quand il avait 6 ans. Et à cette époque-là, quand tu étais parent d'enfants atteints de TDAH, tu étais complètement désarmé parce qu'on n'en parlait pas. On ne connaissait pas le sujet. La seule chose qui existait pour aider les parents, c'était un bouquin qui s'appelait Du calme, euh, et qui était bien, mais qui ne donnait pas toutes les réponses aux questions. Et en tant que parent, en tout cas, moi, j'avais besoin de pouvoir exprimer ce que je ressentais, surtout mon épuisement en tant que maman, ma souffrance, la souffrance de mes enfants. Et je trouvais cette écoute nulle part. Jusqu'au moment où Internet est arrivé, et avec Internet, j'ai découvert des forums de discussion au Québec où, quand je disais que j'avais envie de jeter mon enfant par la fenêtre tellement je le détestais, on ne me jugeait pas et on me disait, c'est vrai, c'est difficile d'élever un enfant atteint de TDAH, il faut que tu prennes du temps pour toi. Enfin, je me suis enfin sentie comprise, aidée et soutenue. Et donc, j'ai énormément participé à... Donc, il y avait 2 forums de discussion au Québec. À ces 2 forums de discussion, ça m'apportait beaucoup, mais c'était au Québec. Et c'était tout de même un petit peu différent de ce qu'on vivait en Belgique et en France. Et parallèlement, j'ai commencé à compiler des informations que je trouvais sur le TDAH, parce que justement, on n'en trouvait pas et que, avec Internet, je pouvais partager cette information avec d'autres parents. Dès le départ, j'ai été soutenue par des médecins. Parce qu'effectivement, je faisais valider tout ce que je publiais. Enfin, voilà, j'étais sérieuse dans mon travail. Et donc, ça a commencé par un petit site Internet qui faisait 4 pages. Puis, j'ai créé le forum de discussion où on était quelques-uns. Et puis, voilà, des années plus tard, l'association a grandi, grandi, grandi. Et donc, j'ai 2 enfants qui sont atteints de TDAH. Quelques années plus tard, j'ai découvert que moi aussi, j'étais atteinte de TDAH. Euh, Ce diagnostic a changé ma vie parce que voilà, le diagnostic a changé ma vie parce qu'il a expliqué tout un parcours difficile, notamment au niveau scolaire. Euh, Moi, la scolarité, c'était vraiment pas fait pour moi parce que me concentrer en classe, euh, alors que c'est un enseignement classique, c'était impossible pour moi. Et donc, j'essayais de me concentrer en classe, mais quand on me demandait en plus, une fois arrivée à la maison, de trouver encore la motivation pour faire des travaux scolaires, c'était vraiment impossible. Donc, ma scolarité a été une succession de drames. Et je l'ai mal vécu. Et c'est vrai que ce diagnostic m'a permis de comprendre que ce n'était pas ma faute, qu'il y avait une explication. Et la deuxième chose qui a changé ma vie, ça a été la prise en charge de mon TDAH, qui m'a permis d'apprendre à compenser mes symptômes et avoir une vie normale. Et donc, je me suis énormément, mais vraiment énormément renseignée sur le sujet pour aider mes enfants. Ça a été assez difficile avec mon fils aîné, qui a vraiment complètement perdu son estime de lui quand il était petit. Euh, C'est un enfant qui était TDAH, qui avait des symptômes d'hyperactivité, d'impulsivité et des problèmes d'attention, mais ces symptômes ne collaient pas du tout avec sa personnalité. Donc, son comportement ne correspondait pas à qui il était. Et ça, il le vivait vraiment très, très mal.
Et donc, c'est mon fils qui, quand il a eu 10 ans, il m'a dit « Maman, il faut que tu fasses quelque chose pour que les autres enfants ne souffrent pas comme moi, je souffre. » Et ben voilà, 22 ans plus tard, je fais toujours tout mon possible pour tenir ma promesse que j'ai faite à mon fils. Et donc, pour revenir à l'association, donc, on est une association de patients. On fait de l'information, de la guidance et du soutien à toutes les personnes qui sont confrontées au TDAH. Donc, je rappelle, là, pour ceux qui ne connaissent pas, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Moi, je n'aime pas le déficitaire, mais voilà, il est là, on fait avec. Ce serait plutôt dysfonctionnel, je trouve, que déficitaire. Mais bon, on ne va pas refaire le Ah, DSM. ça commence à se discuter, hein. Enfin, dans la traduction française. Je sais qu'il y a pas mal de pédopsychiatres, justement, qui parlent effectivement plutôt de dysfonctionnement plutôt que de troubles déficitaires. Donc, je te rejoins, moi, je ne supporte pas ce terme déficit. Ouais, parce que On a ça donne l'impression que ça l'impression marche pas. voilà, on est moins bien, non, on est différent, quoi. Et j'ai oublié ce que je disais, voilà. Voilà. Ça, c'est pour les gens qui vont regarder. On va le voir, tu as des décrochages à certains moments. Donc, je ne sais plus ce que je disais, j'en étais à expliquer qu'on faisait de l'information, de la guidance et du soutien, oui, à toutes les personnes confrontées au TDAH, donc aussi bien aux parents, énormément aux parents, qu'aux enseignants, aux adultes atteints, aux jeunes, mais aussi au grand public et au monde politique, pour essayer qu'on puisse tous bien vivre avec un TDAH, parce que le TDAH, ce n'est pas une fatalité. On peut arriver à bien vivre en étant atteint de TDAH. Moi, donc j'ai été diagnostiquée, je ne sais même plus il y a combien d'années, il y a plus de 15 ans, je pense. Et franchement, mon TDAH, il fait partie de moi. C'est un copain plutôt sympa, je trouve. À part le fait que parfois je décroche dans les conversations et que j'ai un budget assez énorme en post-it. Euh, Mais sinon, voilà, je l'aime bien et j'aime bien tous ses côtés positifs. Et je voudrais bien qu'il puisse devenir aussi une force pour toutes les personnes qui en sont atteintes. Alors, pour faire tout ce travail à l'association, on a un site internet euh, avec des informations sérieuses sur le TDAH. Ce n'est pas des informations scientifiques, entre guillemets, enfin, si elles sont scientifiques, mais elles sont compréhensibles, c'est ça que je veux dire. Donc, elles sont compréhensibles pour le grand public. C'est ça notre but, en fait. Hein. Donc, on informe sur le trouble, sur le diagnostic, la prise en charge, mais aussi tout ce qu'on peut faire pour aider à mieux vivre avec le TDAH. Et donc, ça, il y a sur notre site internet. On a une page Facebook aussi. Maintenant, on a une page Instagram depuis pas très longtemps. On a un groupe de discussion, mais qui est secret, qui est sur Facebook, mais qui est secret, donc n'importe qui peut y participer. Mais quand on y participe, en fait, vos proches ne voient pas que vous participez au groupe de discussion, ils ne savent pas voir, parce que les gens n'ont pas toujours envie qu'on sache qu'ils sont atteints de TDAH ou que leur enfant est atteint de TDAH. Et puis, c'est un groupe où on peut vraiment dire ce qu'on ressent sans se sentir jugé. On édite aussi énormément de brochures. Donc, on en a une pour les parents, on en a une sur le TDAH à l'adolescence, on en a une pour les enseignants, on en a une sur la gestion mentale, on en a une sur les habiletés sociales, sur les activités extrascolaires, et je pense qu'on en a deux pour enfants, une pour les petites filles qui s'appelle Juliette la princesse distraite et l'autre pour les petits garçons qui s'appelle Gaspard découvre son TDAH. On en a deux qui sont en rupture de stock, dont une, Attention mon attention, qui est une brochure médicale, mais à destination des enfants, mais qu'on va ressortir d'ici quelques semaines. On a trouvé le budget pour la ressortir. Et on en a une autre, le TDAH en quelques mots et quelques images. Là, on attend encore de retrouver un subside pour la ressortir. Et voilà, vraiment, ces brochures, on en a une médicale aussi. On a sorti au début, on avait une partie médicale dans toutes nos brochures, mais en fin de compte, on a sorti une brochure médicale qui n'est pas très épaisse, qui donne les bases, ce qui est important de comprendre quand on a un enfant atteint de TDAH ou quand on est atteint de TDAH, parce que le plus important, en fait, c'est les outils pratiques. Et donc, toutes nos autres brochures, ce ne sont que des outils pratiques pour apprendre à mieux vivre avec le TDAH, avec chaque fois soit un public cible, soit un sujet cible. Donc, soit pour les parents, soit pour les enseignants, soit pour les adultes, soit les habiletés sociales, donc les enfants qui ont du mal à se faire des amis, soit les activités parascolaires. Voilà. Donc, ça, c'est
mon job à TDH Belgique. Et en parallèle, moi, j'ai toujours écrit. Donc, j'ai écrit il y a très, très longtemps. Donc, quand mes enfants avaient 6 ans, enfin, quand mon aîné avait 6 ans, comme il ne comprenait pas bien ce que c'était son TDAH et que j'avais envie de le lui expliquer, j'ai écrit une histoire pour enfants qui s'appelait Herman ou la merveilleuse histoire d'un petit garçon hyperactif, qui a été édité donc à l'époque. Et depuis lors, je n'ai plus jamais arrêté d'écrire sur le TDAH. Donc, c'est moi qui écris la plupart des brochures de l'association, mais j'écris aussi des bouquins qui sont publiés par des maisons d'édition. Donc, le dernier qui a été publié, c'est Où ai-je la tête, me vivre son TDAH en tant qu'adulte, qui a été publié aux éditions Mardaga. Et il y en a un bientôt qui va ressortir pour les parents. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question pour me présenter. Prolifique, hein, comme personne. Entre Un voilà. peu hyperactive, en fait, mais voilà, c'est justement, c'est le bon côté de l'hyperactivité. Moi, j'ai cette chance d'arriver à mener de front plusieurs projets en même temps et d'aller au bout de tous mes projets. Donc, ce Et qui est ça, rarement le cas. et ça, Donc, effectivement, tu as appris à le faire avec le temps aussi. oui, Et tout à vraiment, fait. donc on va le réaborder d'ailleurs un peu plus tard dans l'interview, mais cette question effectivement de l'accompagnement et justement de se dire d'être bien accompagné pour justement être canalisé dans son TDAH et d'en faire, comme tu le disais, une force à un moment donné pour pouvoir justement réaliser ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire que dans le cas du TDAH, il n'y a pas cette question de ne pas être capable de, ça va être une question d'être capable de le canaliser à un moment donné, si je me Oui, trompe de pas, l'apprivoiser. l'apprivoiser pour avancer. Ouais. Donc, effectivement, je pense que tu es une personne, je parle vraiment en mon nom, mais je pense que tu es une personne qui est vraiment pionnière en Belgique pour la question justement des associations de patients autour du TDAH, parce que ben, on le voit dans notre pays, il n'y a pas grand-chose d'autre au final sur la question, c'est-à-dire qu'en termes d'accompagnement de patients aujourd'hui, d'accompagnement même d'enseignants, de parents, ainsi de suite, on n'a pas beaucoup de ressources. Et c'est clair que ben, la SBL, pour le coup, c'est vrai que le site internet, tout ce que tu fais, clairement. Et d'ailleurs, je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Hein, donc, vous aurez justement le lien vers le site internet, le lien vers la page Facebook, le lien vers les différents ouvrages aussi que tu as pu produire sur la question. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on est un petit peu en manque en Belgique de cet aspect-là, même si on a eu une initiative fédérale sur le TDAH, mais qui est un petit peu perdu au final aujourd'hui sur justement le parcours. Et comme on va en parler, c'est surtout sur le parcours du diagnostic. Et, Mhm. et effectivement, il va nous manquer quelque chose à la fin. C'est comment on l'accompagne ce TDAH. Oui, oui, tout Donc, à fait, tout à fait. Alors, ce que je voudrais dire, donc, on est la seule association effectivement en Belgique francophone, mais il y a une association en Belgique néerlandophone qui s'appelle ZitStil et qui fait un super boulot aussi. ouais. Donc voilà, c'est important pour les gens qui sont néerlandophones. Donc ça s'appelle ZitStil et leur site c'est zitstil.be, ça veut dire tiens-toi tranquille en français. Ok. Donc voilà. Je mettrai toutes les références en dessous de la vidéo, comme ça, les gens pourront aller et avancer là-dessus. Ok. Alors, dans cette interview, pour chaque personne que je vais interviewer, en fait, j'ai la même série de questions. Donc, merci vraiment d'avoir accepté d'y répondre. Et donc, souvent, la première que je pose, bon, bien sûr, au-delà du fait de la présentation et de comment tu t'es intéressé au TDAH, c'est la question, à ton avis, de ces 10 dernières années. En gros, à ton avis, pour toi, d'accord, quelle est la plus grande découverte autour du TDAH ces 10 dernières années? Ben, moi, je trouve qu'il n'y en a pas eu. Moi, franchement, ces 10 dernières années, je ne vois pas quelle grande découverte il y a eu. Ok, Et, je ne vois pas ce qui a changé au niveau scientifique en 10 ans. exactement. Alors, C'est peut-être, enfin, c'est même pas une découverte, peut-être, les scientifiques se sont tous accordés pour dire que le trouble durait toute la vie, mais ce n'est pas vraiment une découverte. non. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas eu une grande avancée scientifique, ni dans le diagnostic, ni dans la prise en charge. Ah, Les choses évoluent, mais c'est plutôt petit à petit, par petits pas. Mais pour moi, le TDAH de maintenant, c'est le même qu'il y a 10 ans au niveau ouais. scientifique. Alors, c'est intéressant parce que, on en parlait d'ailleurs juste avant, il y a un consensus mondial sur le TDAH qui est sorti il y a 3 jours ici. Et qui, quand on lit en fait, hein, c'est 14 recommandations basées sur les données
scientifiques. Et, euh, et en fait, autant je me suis dit, on parle plus du TDAH. Je pense que ce qui a pour moi évolué, c'est qu'on en parle plus. Mais en fait, quand on regarde les 14 choses qu'ils ont mis en évidence, je me suis dit, mais en fait, je te rejoins maintenant en me disant, en fait, ça n'a pas beaucoup évolué ces 10 dernières années en termes de connaissances pures et dures. Oui, il y a des travaux sur la génétique. Bon, ben voilà, c'est intéressant, mais on n'y est pas encore. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas effectivement beaucoup d'avancées scientifiques. J'en discutais avec une collègue justement, la toute première interview que j'ai fait avec Hélène Jacques, où elle me disait, elle, ce qui l'a marqué dans sa profession, c'est de se dire qu'on parle plus de la régulation des émotions. C'est quelque chose dont on parle Ouais, un peu plus ces 10 ouais. dernières années. Est-ce que tu as cette impression-là aussi ou pas spécialement? Oui, 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 ça, on en parle, mais on n'est pas dans les avancées scientifiques. Moi, ce qui m'a frappé, euh, j'ai dans mon ordinateur des tonnes et des tonnes d'articles sur le TDAH et j'ai un peu honte, en fait, quand je veux partager sur Internet un article qui date de 1999 Ouais. en me disant, les gens, ils ont l'impression que je leur partage un vieux truc. Mais en leur lisant, tout est toujours d'actualité. En fait, rien n'a changé. Donc, ces articles qui étaient écrits par des scientifiques qui connaissaient bien la problématique du TDAH il y a 20 ans, ben, ils sont toujours d'actualité maintenant. Il n'y a rien qui est devenu obsolète. Il n'y a pas eu de grandes découvertes. On s'intéresse sans doute plus aux différentes facettes du trouble. On se rend sans doute mieux compte qu'un TDAH pur est assez rare. Euh, mais voilà, Ouais. que le TDAH, effectivement, agit énormément sur les émotions. C'est vrai que moi, j'ai lu un article sur l'hypersensibilité la semaine passée, et ce qui m'a fait comprendre que j'étais hypersensible. Je vois passer depuis longtemps des articles sur l'hypersensibilité. Mais oui, enfin, je suis sensible comme tout le monde, j'ai des émotions. Je suis TDAH aussi, donc c'est vrai que je vis ma vie intensément quand je suis contente, quand je suis malheureuse, quand je suis enthousiaste, quand les choses ne me plaisent pas. Mais dans cet article, ils expliquaient que cette hypersensibilité, notamment, explique pourquoi les gens atteints de TDAH ont tellement de difficultés avec le bruit. Et moi, je suis fille unique. Et j'ai toujours pensé que ma non-tolérance au bruit était due à ça. Qu'en fait, moi, j'étais fille unique, j'ai été élevée dans une famille où il n'y avait pas d'autres enfants, où ça ne faisait pas beaucoup de bruit. Alors que mon mari, il vient d'une famille nombreuse et toutes ses sœurs ont fait des tas d'enfants et il y a toujours plein de copains. Et donc, les réunions de famille, c'est super vivant, c'est super chouette et c'est super bruyant. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal parce que tous ces bruits m'agressent. Et donc cet article m'a fait comprendre qu'effectivement, cette hypersensibilité, voilà, ça c'était une phase, une manière dont l'hypersensibilité s'exprime et à laquelle je n'avais pas pensé. Ouais. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est quelque chose qui a été un petit peu plus détaillé, même si je pense que c'est quelque chose qu'on avait déjà découvert un peu avant. C'est d'un côté la régulation de l'émotion, cette régulation émotionnelle, et de l'autre côté, cet aspect de sensorialité. C'est-à-dire Oui. que vraiment des prises de données qui sont un peu différentes, ou alors des focalisations aussi à certains moments où tu te dis, voilà, tu vas te focaliser sur un bruit, et forcément, il a de plus en plus de place dans ton esprit, et il va devenir dérangeant. Et c'est vrai qu'on a des particularités sensorielles. C'est dans le TDAH, il y a un très bel article d'ailleurs qui était sorti, mais je pense qu'il y a déjà quand même 5-6 ans, hein, sur justement les particularités sensorielles du TDAH. Et le fait que c'est à prendre en compte dans le profil. Parce que c'est clair qu'on ne va pas accompagner de la même façon un enfant, un adolescent ou un adulte avec des particularités sensorielles de un qui ne l'aurait pas, par exemple. Parce que c'est vrai qu'en termes de compréhension, tu le disais, le fait d'avoir compris ce que c'était, ça t'a aidé déjà pour Oui. mettre les choses en place. Et donc, si on arrive à faire des profils peut-être un peu plus fins à un moment donné, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc, c'est vrai que ça revient quand même pas mal, cet aspect-là, parce qu'au final, c'est des choses qui peuvent déranger peut-être un peu plus aussi au quotidien, et de mieux se comprendre, forcément, ça va nous aider par la suite. Mais par Et contre, au niveau du TDAH, en fait, moi je voudrais insister sur il n'y a pas un TDAH. non. Le TDAH, c'est un trouble, mais avec des multiples facettes. Et je pense que moi, ça m'a beaucoup aidé justement pour m'informer sur le sujet.
tout au départ, parce que j'ai 2 enfants qui sont atteints de TDAH, je suis atteinte de TDAH et mon ex-mari était atteint de TDAH. Donc, la totale dans la famille, 4 personnes. Et avec 4 modes de fonctionnement complètement différents. Et donc, où le trouble s'exprime de manière complètement différente. Un exemple simple, par exemple, dans mes 2 enfants, l'aîné, Guillaume, il est comme moi, en fait, tout le distrait. Donc, un bruit, un oiseau qui vole, une conversation à côté, une pensée, et c'est fini, quoi, il est déconcentré. Et mon plus jeune, lui, il est capable de faire de l'hyperfocalisation. Et donc, lui, quand il étudiait, je pouvais passer l'aspirateur en dessous de son bureau. Ça ne changeait rien du tout. Par contre, quand il était en train de lire, de travailler, de jouer, si je l'appelais, il ne m'entendait pas. Et donc, ça, c'était une expression de son trouble. Donc, le même trouble, mais qui s'exprime de manière complètement différente. Il y a Les même... 2 enfants qui ont été élevés de la même manière, etc. Donc, d'autant plus quand on vit avec une éducation différente, dans des pays différents. C'est intéressant parce que tu as même des auteurs qui proposaient que le TDAH soit considéré comme un spectre, en fait, de te dire que tu as une variabilité énorme, parce qu'en fait, on est quand même loin de bien tout comprendre hein, sur le TDAH en termes de fonctionnement cognitif, par exemple, mais de se dire que, effectivement, quand on est confronté au TDAH, on s'aperçoit que un enfant n'est pas l'autre, que l'adolescent, ben, il va avoir des particularités qu'un autre adolescent avec le même TDAH, ben, en fait, ne va pas exprimer de la même façon. Et comme tu le dis, je pense que même chez les adultes, ça s'exprime de façon tellement différente aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a certains auteurs qui ont dit, mais au final, est-ce qu'on n'est pas sur un spectre et de se dire, ben, vous vous situez quelque part là-dedans et votre fonctionnement, il est unique, en fait. Vous avez votre TDAH, d'accord, mais vous avez un fonctionnement unique au sein de celui-là. Donc, c'est toute la difficulté du diagnostic différentiel. Oui, ah ben oui, ça c'est clair que... Parce que comme tu le disais, c'est que le TDAH pur, aujourd'hui, c'est un peu une licorne hein, qu'on cherche. Donc, c'est extrêmement rare de n'avoir qu'un TDAH. Et donc, l'idée, c'est que, et ça, je pense que c'est un message qu'on peut faire passer peut-être aux parents qui sont dans une démarche diagnostique, c'est de se dire que si vous avez un diagnostic de TDAH pour votre enfant, l'ado ou même pour vous-même, la première chose qu'il va falloir faire, c'est regarder autour du TDAH ce qu'il y a en plus, en fait. Ça, c'est vrai que ce sont des choses qui sont assez importantes à mettre en évidence, que ce soit des difficultés comportementales, de l'anxiété, de la dépression, des problèmes d'apprentissage, plein de difficultés qui tout à fait. sont associées. Donc, moi, c'est un de mes grands combats, hein, c'est le diagnostic différentiel. Ouais. Comment on peut aller mieux ou aider son enfant à aller mieux si on ne sait pas de quoi il est atteint? Ouais, ça, je te rejoins tout à fait. C'est un truc je me bats contre la psycho de manière générale pour ça. C'est-à-dire le nombre de personnes qui mettre des prises en charge en place sans faire d'évaluation. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous prenez en charge? Ça, c'est ma question. Et en fait, souvent, ils prennent des symptômes en charge. Ils voient des choses apparaître, mais derrière, ils ne savent pas réellement à quoi se reportent ces symptômes. Et les symptômes, c'est très transversal, quoi. C'est-à-dire que, notamment dans le TDAH, en plus, je veux dire, l'inattention, l'agitation, l'impulsivité, ça se retrouve dans une trentaine de pathologies différentes au niveau rien que psychiatrique. Ou même dans pas de pathologie. Je ne sais pas si tu as déjà été à une sortie d'école d'ados de 12 ans. Ils sont tous TDAH alors. Ils bougent tous trop, ils sont tous toujours distraits, ils sont tous impulsifs. Ben, ils ont 12 ans, quoi. Ah ouais, mais c'est intéressant parce que dans les critères de diagnostic, par exemple, ou même dans le diagnostic différentiel, quand tu reprends les bibles de diagnostic, tu as même des catégories inattention normale. Parce que ça fait partie de l'être humain d'être inattentif aussi. Oui, on ne peut pas être concentré tout le temps. Et donc, c'est vrai que je te rejoins sur l'aspect diagnostic différentiel, parce que je trouve qu'en psychologie, des fois, on oublie cet aspect-là. C'est de se dire, si vous voulez prendre en charge, il faut savoir ce que vous prenez en charge. Ouais, moi, je dis souvent que pour qu'on aille vers un diagnostic, ben, il faut qu'il y ait souffrance. Ah oui. Parce que s'il n'y a personne qui souffre, je ne vois pas pourquoi on doit aller vers un diagnostic. Ouais. Mais il faut qu'il n'y ait personne qui souffre. Hein. Oui. Parce que moi, je connais des enfants qui ne souffrent pas du tout, mais dont les mères sont en burn-out, les pères en dépression, les frères et sœurs, ils vont mal, parce que tout tourne autour de l'enfant pour que l'enfant atteint de TDAH, il s'en sorte, mais et alors toute la famille souffre.
Donc, s'il y a souffrance, que ce soit souffrance de la personne atteinte, pareil chez les adultes, hein. Moi, je vois souvent des papas un peu réfractaires au diagnostic en disant « Oui, mais moi, j'étais comme ça quand j'étais enfant et je m'en suis sortie, il n'a qu'à s'en sortir aussi. » Mais si le papa était diagnostiqué, il y aurait moins d'impulsivité à la maison, donc il y aurait plus de bienveillance, donc l'enfant évoluerait mieux. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'aller vers un diagnostic quand il y a la souffrance, soit de la personne atteinte, soit d'un proche. Et le proche, ça peut parfois être un enseignant aussi, hein, parce qu'il y a des fois où effectivement le TDAH dans une famille extrêmement structurée, enfin, où tout se passe bien à la maison, parce qu'il y a un enfant, il y a deux parents et que voilà, les choses ont été mises en place pour que ça évolue bien, mais où l'enfant à l'école, ça va vraiment pas bien et que ça pose de réels problèmes à l'enseignant. Tout à fait. Donc, s'il y a souffrance, aller vers un diagnostic pour comprendre pourquoi. Et dans tous les cas, ça fait partie des critères de diagnostic. Il faut que ça retentisse au quotidien. Donc, c'est vraiment ça. C'est que s'il y a souffrance, on va aller plus loin. Ça doit être vraiment le déclencheur aussi, effectivement, des approches. On parlait justement de l'aspect scientifique des 10 dernières années, mais est-ce que tu penses que, à l'opposé, le regard qu'on a porté, le regard que la société a porté sur le TDAH, lui, est-ce qu'il a évolué pour toi? Toi qui es justement au plus proche des parents, des enseignants et de la... Alors, oui, parce que maintenant, je pense que tout le monde connaît le TDAH, le nom, Ouais. le terme. Maintenant, les gens, ils connaissent encore rarement ce qu'il y a derrière. Donc, on en est toujours dans la caricature de l'hyperactivité, d'un enfant difficile, ou voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment ça qu'il faut changer, effectivement. Voilà, c'est bien de savoir ce que c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Moi, il y a un des trucs contre lesquels je me bats, c'est tous les parents qui me disent « Non, 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 mais il n'est pas hyperactif ». Pour moi, en fait, avec ou sans hyperactivité, c'est la foutaise. Il y a toujours de l'hyperactivité, mais elle est très souvent mentale. Mais cette hyperactivité mentale, enfin moi je sais, moi je vis avec, c'est pas toujours facile de vivre dans ma tête, parce que je pense à tellement de choses en même temps qui m'amènent à tellement de choses, etc., que ça m'épuise, même si j'arrive à les canaliser, si je note, etc., mais j'ai toujours tellement de projets en avance, tellement de choses, donc même quand c'est positif, cette hyperactivité mentale, elle est dure à vivre, quoi. Puis c'est pensé tout le temps, et puis on raconte quelque chose, on est en classe, le prof, il dit... je sais pas, il parle de la météo aujourd'hui. Ah, la météo, ah, je me rappelle le film avec Alain Chabat. Non, c'était quoi encore, le Astérix, où il faisait très froid et il y a l'acteur là qui était dans le froid, dans sa peau. Tu sais, l'acteur qui a perdu un bras. Merde, comment est-ce qu'on perd un bras? Ça doit être difficile de vivre avec un bras. Ah, mais moi, si j'avais un handicap, qu'est-ce que je voudrais? Non, mais c'est quoi le pire? C'est être dans une chaise roulante ou ne pas voir? Et, oh, voilà, ça c'est cette hyperactivité mentale qui est épuisante. Et à côté de ça, l'hyperactivité physique, c'est ce qui fatigue au départ. C'est ce qui amène souvent effectivement un gamin qui est hyperactif est plus facilement diagnostiqué qu'un autre parce que son comportement dérange. Mais en fin de compte, sur le long terme, c'est ce qui dérange le moins. C'est ce qui est le plus facilement canalisable. Et qui a même tendance à se canaliser par lui-même, en fait. Ouais. C'est ça qui est assez intéressant. Effectivement, je te rejoins sur le principe des gens qui te disent non, non, il n'est pas hyperactif. Et je pense que là, pour le coup, la recherche a un peu évolué dans le sens où on est passé de catégories de TDAH, hein, c'est-à-dire qu'on avait des TDAH, ils étaient juste hyperactifs impulsifs, ou ils étaient mixtes, ou alors ils étaient inattentifs purs. Hein. Et maintenant, on est quand même sur des prédominances. C'est-à-dire qu'à certains moments, selon le moment, l'hyperactivité elle est plus ou moins présente. L'inattention est plus ou moins présente. Et effectivement, elle évolue dans le temps. Et cette façon de communiquer, elle est différente parce que c'est sûr que quand on les met dans des cases et on dit lui, il a un TDA, donc il n'est pas hyperactif, mais en fait, l'agitation, on ne la considère pas faire partie du trouble. Si on se dit non, c'est un truc en plus. Ben non, en fait, c'est vraiment ce trouble qui évolue dans le temps et qui va fluctuer selon les milieux, selon le degré d'épuisement, comme tu le disais. Le fait qu'il ne se manifeste pas forcément par l'hyperactivité que physique. Hein. C'est clair que... Oui, et puis l'hyperactivité Voilà. physique, enfin, moi, j'ai 2 enfants qui sont atteints de TDAH, je te l'expliquais, moi, mon plus jeune, il grimpait au mur, il grimpait au rideau, pas une expression, il le faisait vraiment. Bon, là, on est vraiment dans la caricature, mais l'hyperactivité, c'est pas que ça. L'hyperactivité, c'est moi qui suis pour le moment, ça se voit pas, hein, parce que c'est en dessous, mais j'arrête pas de gigoter mes doigts.
parce que j'ai ce besoin. Je suis sur une chaise qui tourne parce que j'ai besoin de cette chaise qui tourne pour travailler. C'est tous ces petits mouvements. Enfin, moi, mon mari, il se marre le soir quand on s'installe pour regarder un film. Je me lève 25 fois. Parce que, mais voilà, c'est pas grave, ça lui pose pas trop de problèmes. Mon plus jeune fils, quand on regardait un film ensemble, il avait l'obligation de mettre ses mains en dessous d'une couverture. Parce que justement, moi, avec mes problèmes d'attention, où je suis distraite par tout ce qui bouge et j'ai une vue périphérique, le fait qu'il gigote comme ça ses mains pendant tout le film, ça m'empêchait de me concentrer sur le film. Donc, il pouvait gigoter ses mains, mais en dessous d'une couverture, comme ça, moi, je ne le voyais pas. Et voilà, c'est aussi de l'hyperactivité. Il n'y a Bien sûr. pas que grimper au rideau. Ah, c'est vrai que moi, j'avais un patient adulte qui se plaignait de son hyperactivité au travers du fait qu'il ne pouvait plus profiter d'un restaurant tranquillement. C'est-à-dire d'être au restaurant pendant 1 heure et demie, 2 heures. Et attends, c'était impossible pour lui. Mhm. Et donc les gens de son entourage ne souhaitaient plus aller au restaurant avec lui parce que au final, il restait 10-15 minutes à table, puis il allait fumer une cigarette dehors, puis il allait aux toilettes, puis il devait aller faire un tour. Et c'était insupportable pour eux. Mhm. Et lui, il le vivait très mal parce qu'il adore les restos, mais par contre, rester assis là, c'était pas possible. Mhm. Donc, ouais, c'est vrai que ce sont des choses. Adrien de Viver, qui est le parrain de l'association TDH Belgique et qui a écrit un super chouette bouquin sur le Ouais, TDAH. Donc, ce bouquin s'appelle On m'appelle la tornade. En fait, lui, il soigne son hyperactivité avec le sport. ouais. Et donc, avant de faire une émission radio, enfin, avant de faire quelque chose où il devra rester statique, bah, il va faire 2 heures de tennis ou 2 heures de vélo. Ou, voilà, ça lui permet vraiment de compenser pour arriver après. À pouvoir se poser. Ouais. Ouais, c'est clair. Hum, donc, tu nous disais que ben voilà, la population de manière générale ben voilà, connaît le TDAH, maintenant au moins le nom, hein, Le pas nom. forcément le TDAH, mais le nom. Et tu parlais justement des difficultés, mais à ton avis, c'est quoi le mythe le plus préjudiciable par rapport au TDAH aujourd'hui encore? Parce que c'est vrai il y en a encore quelques-uns sur sur le feu, hein, mais Ben, on a encore aujourd'hui, toujours, au TDAH n'existe pas. ouais, C'est une invention des labos pharmaceutiques. ouais, C'est une question d'éducation. Oui, mais avec une bonne paire de claques, ça irait ouais, mieux. Ben, de mon temps, on appelait ça des enfants mal élevés. Donc, on reste encore très, très fort dans le jugement. mhm. Donc cette idée du jugement du comportement, pour toi, Ouais, c'est vraiment cet aspect-là? Ouais, je pense que c'est vraiment ça le plus préjudiciable. Ou alors que le TDAH disparaît avec le temps. Non, on est TDAH, on meurt TDAH. Hein. On apprend à compenser les symptômes, mais on reste TDAH tout au long de sa vie. ouais. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Ouais, c'est clair qu'il y a pas mal de gens effectivement qui pensent encore que le TDAH va avoir tendance à disparaître. Bah, nos politiques, déjà, hein, la médication est remboursée jusqu'à 18 ans et puis après. Le jour où ton enfant a 18 ans et qu'il rentre à l'UNIF et que donc vraiment il va devoir faire un maximum d'efforts de concentration, pas de souci, son TDAH a disparu. Voilà, c'est un Ça, peu ça. C'est vrai que c'est un peu horrible, quoi, alors que c'est justement à ce moment-là qu'il a besoin d'être soutenu. Enfin, les enfants ont vraiment besoin d'être soutenus au niveau du TDAH par rapport à leur scolarité à chaque changement important. ouais, Donc, quand ils rentrent à l'école, parce que de cet enfant qui pouvait gigoter dans tous les sens, mais quand il rentre en maternelle, on lui demande tout de même de commencer à respecter certaines règles. Quand il rentre en première primaire, parce que là, vraiment, il commence à avoir des cours plus statiques et à l'entrée en humanité, on lui demande de commencer à s'organiser tout seul. Euh, vers 15-16 ans, où là, vraiment, on lui demande vraiment de s'organiser tout seul et de se prendre en charge. Et alors, effectivement, quand il rentre dans les études supérieures, déjà parce que les études deviennent plus compliquées, et puis souvent parce qu'il cote et qu'il se retrouve tout seul. Et que donc, non seulement il doit prendre en charge son TDAH au niveau de sa scolarité, mais dans la vie de tous les jours, et ça, c'est très compliqué. c'est vrai que ce sont les transitions en fait au final qui sont compliquées, qui sont déjà alors qu'on surveille déjà chez des enfants qui n'ont pas de TDAH et des adolescents qui n'ont pas de TDAH, mais qu'on devrait encore plus à la limite accompagner dans ce cadre-là. Donc ouais. On se disait justement tout à l'heure que ces 10 dernières années, il n'y a pas eu grand-chose en termes de recherche. Est-ce que tu aurais un conseil, une piste, en gros, d'orientation pour un étudiant, par exemple, qui serait dans ces dernières années de,
de fac et de se dire, ben voilà, si tu t'intéresses au TDAH, intéresse-toi particulièrement à ce domaine-là, parce qu'il y a des choses, ça serait intéressant à creuser. Ou alors aujourd'hui, un chercheur qui lancerait une recherche sur le TDAH. Est-ce que tu penses qu'il y a des domaines qui sont peut-être peu ou pas investigués aujourd'hui et qu'il faudrait creuser absolument? Moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'on ne connaisse toujours pas les causes. Ouais. Je trouve Ouais, ça bah, fou, quoi. on a On beaucoup de connaît, facteurs de risque. on connaît toujours pas exactement les causes. On sait plus ou moins, hein, mais voilà. Moi, je trouve que ce serait tout de même intéressant de savoir pourquoi on est atteint de TDAH. Ouais. Ou pourquoi certains, enfin moi je vois des familles de TDAH où de génération en génération, tout le monde est TDAH. Et puis tout d'un coup, dans cette famille, il y en a un, il ne l'est pas. Pourquoi lui, il échappe à ce trouble? Donc voilà, ça, ce serait intéressant, je pense, de comprendre exactement les causes. Ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal de chercheurs qui essayent d'avancer sur cette question, sur la question de l'épigénétique, du Mhm. croisement entre le déclenchement des gènes et l'environnement, en fait, l'impact de l'environnement sur le déclenchement des gènes. Et c'est un domaine qui est extrêmement compliqué. Je pense que les deux derniers articles que j'ai dû lire là-dessus, j'ai rien compris. Je pense vraiment que c'est une spécialité Oui, qui vraiment. est hallucinante, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que le croisement génétique et environnement, il est aujourd'hui au centre de quasiment toutes les maladies, enfin tous les troubles psychiatriques aujourd'hui. Euh, Ben, moi, ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que le TDAH, il est génétique. ouais, Et que donc, s'il n'y a pas de gène, il n'y a pas de TDAH. Mais que ce n'est pas parce qu'il y a le gène qu'il y a le TDAH. ouais. En fait, ouais, c'est un peu ça Voilà. l'idée. C'est qu'on a Ça, des facteurs de risque. voilà. Ça, c'est ce que j'ai compris. S'il n'y a pas de gène, il n'y a pas de TDAH. A priori, Mais ce n'est pas parce qu'il y a le gène que le TDAH va s'exprimer. Alors et, voilà, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi est-ce que le TDAH s'exprime dans certains cas et pourquoi il ne s'exprime pas dans d'autres cas? et en fait, aujourd'hui, les études montrent que c'est c'est un groupe de gènes, en fait. C'est-à-dire qu'on a une trentaine, je pense, de gènes qui sont impliqués aujourd'hui, qui sont reconnus en tout cas être impliqués dans le TDAH, et que l'environnement vient agir. Ben, en fait, il vient mettre son grain de sel dessus pour voir si ça s'active. Et donc, effectivement, on transmet la fragilité au travers des gènes. Et après, selon à quoi on est exposé, et c'est là, à mon avis, c'est notre manque de connaissances est vraiment Oui, marqué, oui. c'est que on ne sait pas dans quelle mesure les interactions avec l'environnement, dans quelle intensité, dans quel nombre d'expositions, dans quelle, en gros, difficulté on est impliqué, qui fait que ces gènes, ils font poum, toi tu vas être TDAH. Ça, aujourd'hui, on en est loin. On a des facteurs de risque, quoi. La prématurité, Oui. par exemple, qui est un facteur de Mhm. risque classique. Fumer, boire pendant sa grossesse, c'est pas l'idéal. Être exposé au stress, par exemple, pendant la grossesse, on sait que ça déclenche deux, trois petites choses. Mais effectivement, on n'a pas la cause à l'entrée. C'est vraiment cette interaction qui, aujourd'hui, bah, je pense qu'il y a encore beaucoup à découvrir sur le sujet. Et, euh, et effectivement, je pense qu'il y a des pistes, en fait, à aller Oui, chercher. voilà. Moi, je trouve que ce serait intéressant, effectivement. Mais je pense que alors, je sais, j'ai peur de dire une bêtise quand je dis ça, mais je pense que c'est Isabelle Massa, justement, donc pédopsychiatre à Bruxelles, qui travaille en partie sur ces aspects de Mhm. génétique du Oui. TDAH. Et justement, je pense qu'elle, elle a écrit pas mal ces derniers temps sur ce sujet-là. Si je me trompe pas, mais je suis pas sûr et Mais certain. voilà, pour moi, ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permettrait d'éviter que le TDAH apparaisse, Ouais, si on comprenait le pourquoi. ouais. C'est-à-dire d'essayer d'agir le plus précocement possible, vraiment. Ouais. Ok. Selon toi, c'est la piste la plus prometteuse pour accompagner les personnes TDAH ou t'en vois d'autres? Pas pour accompagner, mais pour moi, c'est une base. Maintenant, pour accompagner les personnes atteintes de TDAH, pour moi, c'est la psychoéducation. Enfin, de toute façon, la psychoéducation, pour moi, c'est la base de la prise en charge du TDAH. Mhm. Et c'est Quand, ton quand on est travail. atteint de TDAH ou quand on a un enfant atteint de TDAH ou quand on a un élève atteint de TDAH, la première chose qu'il faut faire, c'est s'informer sur le trouble. D'abord, comprendre ce que c'est le TDAH et puis comprendre la manière dont ce trouble s'exprime, soit chez notre enfant, notre élève ou chez nous. Et donc, comprendre les symptômes et à ce moment-là, on peut commencer à agir. Mhm.
Mais il faut d'abord comprendre. La base, déjà, c'est de comprendre, d'admettre que la personne est atteinte de TDAH, qu'elle ne le fait pas exprès. Elle n'a pas choisi d'être atteinte de TDAH. Maintenant, ce n'est pas une excuse, hein, ce n'est pas parce qu'on est atteint de TDAH. Moi, je prends souvent l'exemple d'un enfant qui frappe, qu'il soit TDAH ou pas, qu'il agit par impulsivité ou pas, il doit être sanctionné parce qu'il a frappé. Mhm. Mais à côté de ça, le sanctionner parce qu'il a frappé sans essayer de mettre quelque chose en place pour l'aider au niveau de son impulsivité, ben, ça ne va pas servir à grand-chose. C'est clair. Mais c'est vrai que c'est intéressant, mais en même temps, tu dis, voilà, chercher à comprendre, et je me dis, c'est là que ça bloque. Dis-moi ce que tu en penses vraiment sur le sujet, mais je pense que ça bloque un peu dans nos pays. C'est qui fait cette psychoéducation aujourd'hui? C'est-à-dire que toi, c'est ton travail. En tant qu'association, c'est vraiment toi Oui. ce que tu pilotes, vraiment. Et je pense que ça, c'est ultra important. Et en même temps, est-ce que tu penses que justement les professionnels, enfin moi je parle de mon cas par exemple, est-ce que tu penses vraiment que c'est pas aussi un peu notre rôle normalement de le faire et qu'aujourd'hui, enfin moi je parle de patients que je reçois, ou que ce soit du TDAH ou autre hein, d'ailleurs, mais quand je vois des parents arriver et je vois voilà mon enfant est dyslexique, maintenant j'ai une demande directe, c'est ok, c'est quoi la dyslexie? Et le nombre de parents qui me disent ben, ouais il a des problèmes de lecture quoi. Et je me dis en fait on vous a pas expliqué ce que c'était. Le diagnostic entre guillemets est posé et on n'explique pas. Pareil pour le TDAH. Voilà. Et je suis le premier à le dire, c'est que si je reviens 2 à 3 ans en arrière, avant d'avoir fait un diplôme sur le sujet, je pense que c'est quelque chose que j'expliquais pas. Je me dis, ben voilà, le but c'est qu'on mette un mot sur la question, et après voilà quoi. Non, non, ça c'est vraiment important. Et je connais très peu de médecins qui, lors du diagnostic, expliquent ce qu'est le TDAH. Mhm. Déjà, encore la semaine passée, j'ai entendu un parent qui m'a dit « Mon enfant n'a jamais été diagnostiqué, mais je pense qu'il a un TDAH. » Et puis, en discutant avec lui au fur et à mesure de la conversation, j'apprends que l'enfant est sous rilatine. Ouais, c'est pas mal Et ça. je demande, mais qui a prescrit cette rilatine, votre médecin traitant? Ah non, un pédopsychiatre. Et en fait, je me rends à poser un diagnostic de TDAH, qu'il l'a peut-être dit aux parents, mais tellement vite que le parent n'a jamais intégré que le diagnostic avait été posé. Ouais. Alors, non seulement d'abord, quand on pose ce diagnostic, on explique aux parents, et puis on explique surtout ce que ça veut dire. Et puis l'autre chose très importante, c'est que quand c'est pour un enfant, on explique aussi à l'enfant ce que ça veut dire être atteint de TDAH. Parce que les enfants, ils ne comprennent pas. Un TDAH, ça ne veut rien dire pour eux. Et trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ça ne veut rien dire du tout non plus. C'est clair. Donc, il faut expliquer à l'enfant, ça ne veut pas dire être bête, ça ne veut pas être stupide, ça ne veut pas être fou, ça ne veut pas dire être fou, ni moins bien, ni mieux que les autres, ça veut dire être différent, qu'on est tous différents et expliquer en quoi cette différence, elle agit. Et moi, j'aime bien comparer ça avec de la myopie, parce qu'être myope, c'est différent aussi, et quand on est myope, on doit porter des lunettes, et voilà, c'est une manière d'être différent. Et ben, quand on est atteint de TDAH, on va devoir apprendre à mettre des lunettes pour son cerveau pour arriver à ce qu'il fasse mieux ce qu'on lui demande. Mhm. Et que pour ça, la psychoéducation va donner plein de pistes justement pour arriver à ça. Les thérapeutes comportementales va donner plein de pistes aussi pour arriver à ça. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. C'est à ça que servent nos brochures. En fait, nous, nos brochures, c'est chaque fois un recueil de stratégies. Parce que comme il n'y a pas un seul TDAH, et que le symptôme s'exprime différemment chez tout le monde, et que même, ce n'est pas que le symptôme qui s'exprime différemment, mais la manière dont la personne répond aux stratégies qu'on met en place est différente à chaque fois. Donc, nous, on fait des recueils de stratégies pour que chaque fois, la personne puisse trouver ce qui peut convenir à son enfant. Ou en tout cas, même si elle ne trouve pas, que ça puisse lui donner des idées de « Ah, mais ça, j'ai essayé, mais peut-être que si je changeais et que je faisais ça en plus, ça aiderait bien. » Ouais. Je Mais pense que donc, voilà, c'est ça la base, c'est la psychoéducation. Apprendre ce que c'est le TDAH et puis apprendre à ce qu'on peut faire pour l'apprivoiser, pour le compenser, pour vivre avec, quoi. donc l'importance vraiment pour tous les professionnels justement
de pouvoir soit le faire en partie, soit aiguiller vers les ressources nécessaires aux parents. Ouais, moi, je connais quelques médecins qui, systématiquement, quand le diagnostic est posé, ils donnent une plaquette de l'association en disant, vous allez sur leur site, vous les contactez, parce que là, vous allez comprendre. Moi, je n'ai pas le temps de consultation, Voilà. mais là, vous allez recevoir l'aide. C'est important, quoi. Il Oui. faut vraiment, comment est-ce qu'on peut se battre contre quelque chose si on ne le connaît pas, si on ne le comprend pas? Et oui, et c'est vrai qu'en plus, objectivement, dans les recommandations internationales de prise en charge aujourd'hui, la première étape, c'est la psychoéducation. C'est tant que vous n'avez pas compris ce que vous avez, c'est difficile, ce que vous avez ou ce que votre enfant a, c'est difficile de l'accompagner de manière adaptée. Donc aujourd'hui, vraiment, et on réinsiste, je pense qu'on le fait à chaque interview maintenant, on va continuer à le faire, c'est de se dire, psychoéducation, c'est obligatoire. Oui, oui, et c'est obligatoire, pas que maintenant, hein, pas que quand le Ouais, diagnostic a été posé. La exactement. psychoéducation, c'est toute la vie. Le TDAH, il dure toute la vie et la psychoéducation, c'est toute la vie. Mettre Ouais, en place des stratégies pour apprendre à mieux vivre avec son TDAH, c'est toute la toute vie. la vie. Ouais. Et ça, donc, vraiment en termes de piste, c'est pas une piste prometteuse en fait, c'est une piste qui a fait vraiment, qui a montré son efficacité aujourd'hui et qu'on doit mettre en place, qu'on doit accompagner. La promesse qu'on doit faire, c'est plutôt de se dire, on doit diffuser cet aspect-là un maximum pour vraiment être capable d'accompagner justement tout au long du parcours les personnes avec un TDAH. Bien. Alors, là, on va partir plutôt, si ça te va, sur la partie conseil. Donc, en règle générale, donc, on en a parlé juste avant, je disais, je demande toujours, est-ce que tu as des conseils pour des parents d'enfants, enfants, ados, adultes, enseignants? Et tu me disais, je pense que j'ai quasiment le même conseil pour tout le monde. D'accord? Maintenant, si tu as envie de dissocier, dissocie. Mais l'idée, c'est de voir un petit peu quels sont, toi, tes conseils. Justement, en plus, je pense que tu es une des personnes qui est les mieux placées pour ça, parce que c'est ce que tu fais tout le temps, au final, donner des conseils aux gens. Ouais. Donc, est-ce que tu as des conseils, justement, d'un côté pour des parents d'enfants TDAH, de l'autre côté, enfants adultes qui sont atteints eux-mêmes de TDAH, et enfin aux enseignants qui ont des élèves TDAH? Donc, on recommence, hein, psychoéducation, donc s'informer sur le trouble, vraiment. Pas lire un article dans un magazine qui fait 2 pages, hein. Approfondir, essayer de comprendre. Comprendre que la personne ne le fait pas exprès. C'est des symptômes qui s'expriment, elle ne le fait pas exprès. La plus grande atteinte, le plus grand désastre du TDAH, c'est la perte d'estime de soi. Aussi bien chez les enfants, les ados, les adultes, les parents. Donc pour moi, la base, c'est 4 remarques positives pour une remarque négative. C'est le conseil que je donne à tous les parents. J'ai dit, on s'en fiche, continuez à faire des remarques, c'est pas grave. Mais chaque fois que vous avez fait une remarque négative ou que votre enfant a vécu un échec, interdiction de recommencer avant d'avoir fait 4 remarques positives. Ça va tout changer. Ça va éviter que votre enfant perde son estime personnelle. Ça va vous permettre de garder une bonne relation avec votre enfant. Ça va permettre d'entretenir sa motivation. Ça change tout. Pour moi, ça, c'est vraiment la base. Alors, sinon, ce qui est vraiment important, c'est l'enfant atteint de TDAH, il n'a pas de structure interne. Voilà, c'est comme ça. Il n'en a pas ou il en a peu, enfin, que ce soit l'enfant, l'adulte, l'ado, là aussi, c'est partout pareil. Et donc, c'est mettre en place des structures externes. Il a besoin de ça, même en tant qu'adulte, hein, il a besoin de ça. Il a besoin qu'il y ait des horaires, des routines et des règlements. Alors, parfois, quand je dis ça, les parents disent « Ah, mais donc, je vais devoir être très sévère et le punir tout le temps. » Non, 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 c'est pas du tout ça. Donc, mettre des règles et des routines, c'est décider, et là, c'est différent aussi dans chaque famille. D'abord, quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc, en général, le plus important, c'est la sécurité. Donc, on essaye de mettre en place des règles pour préserver la sécurité de l'enfant. Là aussi, hein, c'est quel que soit l'âge. Puis, on met des règles par rapport à... Donc, je vais prendre un exemple, les règles à table. Alors, il y a des familles où vraiment, enfin, les repas, c'est un moment important. Donc, où l'enfant a l'obligation de rester à table pendant tout le repas parce que ça, c'est un calvaire pour un enfant atteint de TDAH. Donc, bien réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme règle pour respecter nos valeurs, mais qui puisse convenir à l'enfant atteint de TDAH.
Alors, moi, je peux prendre l'exemple que j'ai mis en place avec mes enfants, où j'ai tâtonné effectivement, hein, parce que justement, en plus, quand on a 2 enfants atteints de TDAH, pour moi, la règle, il y avait plusieurs règles. C'était on mange tout ce qu'il y a dans son assiette, mais je servais, je pense, une cuillère à café de tout ce que les enfants devaient manger, et après, ils pouvaient se resservir à volonté de ce dont ils avaient envie. Donc, s'il y avait des choux de Bruxelles, il avait l'obligation de manger un chou de Bruxelles, mais après, il pouvait se resservir de frites, enfin voilà. Mais en tout cas, ça le permettait de goûter à tout. L'autre obligation, effectivement, c'est que mes enfants, ils devaient rester à table, et que s'ils voulaient quitter la table, ils devaient demander la permission, que j'accordais quasi systématiquement, effectivement, quand mon enfant avait fini de manger. Et alors, nous, on avait un problème avec le plus jeune, Grégoire, où les repas étaient abominablement conflictuels, parce qu'il ne mangeait rien. Il ne mangeait pas, et il était tellement maigre, et on était tous là à attendre qu'il ait fini de manger. Donc son frère, il avait le droit de se lever, mais nous, les parents, on attendait, quoi. Et donc on s'énervait, on criait, Grégoire, mange plus vite, c'est pas possible, tu le fais exprès. Jusqu'au jour où on a compris qu'en fait, notre fils, il mangeait lentement. Et donc, on a mis en place la règle qui était que tout le monde restait à table jusqu'à ce que tout le monde ait fini de manger, sauf Grégoire. Et que Grégoire, s'il voulait, il pouvait rester à table le temps qu'il voulait pour finir son repas. Tout d'un coup, on n'a plus jamais eu aucun conflit à table. Et Grégoire finissait systématiquement son assiette. Mais effectivement, il avait besoin d'1 heure en plus que tout le monde pour manger. Il restait à table, il rêvassait, etc. Il prenait une bouchée, il était dans ses pensées, il était bien. Mais voilà, on a mis en place des règles adaptées où les valeurs de tout le monde étaient respectées, le bien-être de tous les membres de la famille était respecté aussi, et où ça se passait bien pour tout le monde. Bon, alors maintenant, par rapport aux structures, c'est les enfants atteints de TDAH, les adultes aussi, hein, moi je suis comme ça aussi, ils aiment bien les horaires et les routines. Déjà parce que on ne doit pas y penser, ça commence à devenir un automatisme. Donc, décider une fois pour toutes, on arrive à la maison, on fait quoi des chaussures et du manteau? Il y a une place bien définie, c'est là la place. Systématiquement, quand on arrive, on met à la même place. Pour l'adulte, c'est très important, on met toujours ses clés au même endroit. Ça évitera de passer sa vie à chercher ses clés. Adrien expliquait que c'était assez drôle. En fait, lui, il sème plein de choses partout. Il n'arrive pas à mettre au même endroit. Et donc, ils ont un tiroir à la maison où sa femme met tout ce qu'elle récupère partout. Tout ce qu'il a semé, en fin de compte, elle va le mettre dans ce tiroir. Et donc, quand il cherche quelque chose et qu'il ne trouve pas, il sait que c'est là qu'il doit aller voir, que c'est sûrement là que sa femme a dû déposer. Et effectivement, c'est le tiroir miracle où il retrouve tout. Mais voilà, ça c'est une mise en place de stratégie, de routine qu'eux ont trouvé et qui fonctionnait bien. C'est manger aux mêmes heures, faire les activités de la même manière, mais toujours en réfléchissant à ce qui convient. Par exemple, pour les devoirs, il y a certains enfants où vraiment c'est important, ils rentrent de l'école, ils doivent faire leurs devoirs directs, tant qu'il y a encore de la motivation, parce qu'après ce sera fichu. Mais il y en a pour d'autres où vraiment il faut obligatoirement un passage au parc ou une activité en extérieur d'une demi-heure pour qu'ils puissent se vider la tête et puis rentrer à la maison, prendre un goûter, et puis seulement après on commence à travailler. Mais voilà, on décide ce qui convient le mieux à l'enfant, ce qui donne les meilleurs résultats, et puis après on met en place une routine, et c'est tous les jours comme ça, tous les jours de la même manière. C'est tous les jours, on se lave à tel moment, on va se coucher à telle heure, il y a une routine pour le coucher, et tout ça, ça facilite énormément la vie. Et en tant que parent aussi, on réfléchit à ce qu'on dit à son enfant. Si on lui interdit quelque chose le lundi, on lui interdit le mardi aussi. On reste constant dans ses réactions, on reste constant dans les règles. Voilà, c'est important. C'est mettre en place des stratégies, des règles, des routines, des structures. Ils ont vraiment besoin de structures. Ouais. Structure, renforcement positif. Dès que l'enfant fait quelque chose de bien, on le félicite, on renforce. Et alors, dans la mise en place des règles, on met peu de règles au départ. 4, moi je trouve que c'est bien. Et dans les 4, on en met une que l'enfant respecte déjà. On affiche ce tableau, on rédige ce tableau ensemble, en famille.
Et on affiche ce tableau à un endroit bien visible, dans la cuisine, sur le frigo, dans l'autre d'entrée, où vous voulez, un endroit où ça se voit. Et donc voilà, ça, ce sont les règles à respecter. Les mêmes règles sont à respecter par tous les membres de la famille. Moi, avec mes enfants, on avait mis en place la règle de plus de gros mots. Et il fallait mettre une petite pièce quand on disait un gros mot. Et après, c'était une activité pour toute la famille. En fin de compte, la personne qui disait le plus de gros mots dans cette famille, c'était moi. Ah, si je devais faire la même chose à la maison, c'est exactement le même. Si je fais ça, ça va Mes enfants coûter un ont bras. adoré cette règle parce que eux, très très vite, je crois que ça leur a mis 2 jours pour arrêter de dire des gros mots. Et moi, ça m'a pris un temps dingue, effectivement. Et voilà, ça c'est une règle que mes enfants, ils ont adoré. Ils en rigolent encore maintenant. Quand ils sont adultes, ça les éclate encore toujours. Mais donc, on met en place des règles. Dedans, il y en a une que l'enfant respecte. Et alors, on met ce qu'on appelle un tableau de comportement, hein, donc tous les jours, lundi, mardi, mercredi. Hein. Et puis, si ça s'est bien passé, on met un petit sourire. Si la règle a été respectée, si la règle n'a pas été respectée, on met rien. Et, et moi, je suis pour le renforcement parce que c'est très bien ça, mais les enfants, ils ont besoin, en tout cas les enfants atteints de TDAH, ils ont besoin de quelque chose en plus. Donc, moi, j'aime bien comme outil de renforcement positif, j'aime bien les caplas. Tu vois ce que c'est les caplas? C'est des espèces de petits, on dirait des lattes de parquet. Alors, un capla, ce n'est pas grand-chose, mais je peux dire qu'avec des tonnes de boîtes de capla, on fait des énormes constructions, les enfants adorent. Moi, je donnais des pièces de Lego aussi. Donc, j'achetais les boîtes de Lego dont mes enfants rêvaient avec 5000 pièces dedans. Et chaque fois qu'ils faisaient un truc chouette, ils avaient une pièce de Lego. Et donc, une pièce de Lego, c'est rien, sauf qu'effectivement, c'est un renforcement positif qu'ils peuvent toucher. Et quand la boîte est complète, ils peuvent construire le Lego de leur rêve. Alors, ça pouvait être avec des petites boîtes ou avec des grandes boîtes. Et alors, moi, je suis fan des puzzles, parce que je trouve que c'est la meilleure manière de récompenser. Donc, on fait une liste avec l'enfant de tout ce qu'il aimerait avoir. Donc, ça peut être une pochette d'autocollants Panini. Ça peut être d'aller manger dans un fast-food. Ça peut être, je prends des trucs d'importance différente, un vêtement ou aller passer un week-end à Disney. Donc, on est dans des trucs très différents. On fait une photo qui illustre ce dont il a envie. Et donc, la pochette Panini, on classifie. La pochette Panini, on découpe en 4 pièces de puzzle pour obtenir sa pochette Panini. Le séjour à Disney, ça peut être 10 000 pièces. Et donc, moi, en tant que maman, j'utilisais ça. Effectivement, je donnais une pièce de puce. Quand le puce était complet, l'enfant il pouvait obtenir. On mettait toujours en place plusieurs puces en même temps pour qu'il y ait du renforcement à court, à moyen et à long terme. Et moi, le séjour à Disney, je l'utilisais familialement, enfin pour mes 2 enfants, en fait. J'en avais marre des disputes et des conflits. Donc, c'était quelque chose pour lequel ils devaient se battre ensemble pour obtenir. Ouais. Et après, ils m'ont expliqué qu'ils s'engueulaient encore. Oui, mais plus. En cachette. Voilà. Ils réglaient leurs conflits entre eux en cachette. Et ça leur a permis de développer une super connivence. Et voilà, mais justement parce qu'ils ont besoin de ce renforcement. Alors, au départ, il faut vraiment renforcer énormément tout le temps. Mais tout au long de la vie, il faut que le renforcement continue. Mais à ce moment-là, il devient partiel, plus en continu. Mais, et je vois mon Grégoire, ça a toujours été un battant et scolairement, il s'en est toujours bien sorti malgré toutes les difficultés qu'il avait. C'est un petit enfant, un petit garçon qui il a eu la chance d'être diagnostiqué jeune, d'être pris en charge jeune, d'avoir une maman qui connaissait bien le trouble, bien ce qu'il fallait faire et donc qui n'a pas du tout démoli son estime personnelle. Et donc Grégoire, dès le départ, il a décidé qu'il prenait tout seul sa scolarité en charge. Donc on a discuté de choses ensemble parce que tout de même, quand un enfant de 6 ans annonce ça, j'ai dit bon, d'accord. On verra. Au bout de la semaine, j'irai en parler avec ton prof pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Et puis le prof a dit que ça fonctionnait bien, donc on a continué jusqu'au prochain bulletin. Et très vite, Grégoire a décidé que il faisait assez d'efforts à l'école et que donc il était hors de question qu'il travaille le soir. Donc, j'ai dit d'accord, et on fait comment pour les devoirs? Il dit t'occupes, je gère. Et donc, effectivement, mon fils parfois demandait à pas participer à la récré pour faire ses devoirs. Parfois, faisait ses devoirs pendant l'heure de midi. Adolescent, souvent,
C'est celui qui était capable de hyperfocaliser, hein, faisait ses devoirs dans les transports en commun et avec toujours d'excellents résultats scolaires. Et, euh, et voilà, donc Grégoire est un enfant qui n'avait pas spécialement besoin de carottes, sauf que parfois il perdait la motivation. Et là, il venait chez moi. Enfin, je me rappelle très, très bien de Grégoire, il devait avoir 16 ans à cette époque-là. Il est venu chez moi, il a dit: maman, pas de motivation, il me faut une carotte. Donne-moi une carotte parce que là, cette matière me plaît pas, j'aime pas, j'ai pas envie, je trouve pas la force en moi, donc voilà, trouve-moi une motivation. Et effectivement, on a discuté ensemble de ce qu'il aimerait recevoir et on a recommencé comme quand il était petit pour qu'effectivement il y ait cette carotte et il a dit ça a super bien fonctionné. Mais bon, j'ai de la chance avec cet enfant qui était extrêmement conscient de ses forces et de ses faiblesses. Mais voilà, mais donc la motivation, c'est tout au long de la vie. Et ils ont tout au long de la vie besoin de ces renforcements positifs, ces carottes comme on les appelle. Et non, ça en fait pas des enfants gâtés, ça en fait. Non, clairement pas. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, euh, on sent que tu as intégré déjà naturellement ce qu'on recommande en fait pour les patients TDAH, c'est notamment chez les enfants, c'est l'accompagnement parental. C'est vraiment de cette idée de pouvoir mettre les règles, comme tu le dis, c'est la base, la cohérence, d'avoir toujours ce regard effectivement qui est constant dans les approches qu'on a, les renforcements, c'est la base de la base. Et tout ça, tu l'as parce que tu as compris comment fonctionnait ton enfant. Et alors, ce que je veux dire aussi aux parents, on sanctionne le moins possible. Ouais. Et puis, quand on sanctionne, d'abord, c'est la réparation qui est le plus important. On fait une bêtise, on s'excuse. Voilà, on s'excuse, on ramasse, on nettoie. Oui. C'est Souvent, ça. ouais, la plupart des parents, en plus, ont une tendance à réagir par accumulation. C'est-à-dire que Ouais. moi, j'ai eu pas mal de parents qui disaient ça, c'est pas possible, mais le soir à table, il était tellement agité qu'il a renversé un verre, et là, j'ai explosé. Ouais. Et en fait, ils se rendent compte que c'est pas le fait de renverser un verre, parce que eux aussi ils le font. C'est vraiment ça. C'est l'accumulation qui s'est mis en place petit à petit, et on a un effet cocotte minute, quoi. C'est vraiment cette idée à un moment Tout à donné. fait. Moi, c'est comme ça que j'ai puni mes enfants une semaine avant les vacances de Pâques en leur disant: eh ben, puisque c'est comme ça, il n'y aura pas d'écran pendant toutes les vacances. Pas d'écran, pas de télé, pas d'ordinateur, rien, pas d'écran. Il a plus les 15 jours. Qui c'est qui a été puni? Moi. Ah ouais, c'est sûr. Ce jour-là, j'ai décidé que plus jamais je ne punirais comme ça. D'abord, une punition qui me punissait moi et pas mes enfants. Et puis là, c'est à chaque parent à réfléchir à ce qu'il peut mettre en place. Moi, je dis souvent aux parents, on réfléchit à tout ce que les enfants peuvent faire qui est problématique. On fait une liste, hein, et on réfléchit avec les enfants à quelles sanctions on peut mettre par rapport à ça. Tel comportement, telle sanction. Et chaque fois qu'il y a tel comportement, il y a telle sanction qui arrive. Du style, on est dans ça s'appelle le basique que nos grands-parents ou nos parents utilisaient déjà. On sort d'une pièce en claquant la porte, on doit revenir et fermer la porte doucement. Moi, c'est un truc qui m'énervait très fort quand je devais faire ça. Mais bon, voilà, c'est quand on renverse, on nettoie, on s'excuse, on nettoie. Si on casse, si c'est possible, on rembourse, ou si c'est pas possible de rembourser, on fait des travaux pour s'excuser. Enfin voilà, on trouve à chaque fois. Et moi, après mes fameuses vacances de Pâques ratées, là, de nouveau, hein, chacun sa technique, moi j'avais mis en place des minutes de travaux d'intérêt généraux. Donc je punissais, parce que comme je suis hyperactive et impulsive, automatiquement, il y a des conseils que je donne: réfléchissez, calmez-vous d'abord. Et donc, moi, à ce moment-là, je disais: eh bien, tu auras des minutes. Et c'était juste ça. Et après, je réfléchissais à froid en disant: voilà, ça vaut combien de minutes? Et donc, les minutes de travaux d'intérêt généraux, on les comptabilisait. Et ça voulait dire que je pouvais, à un certain moment, exiger de mes enfants qu'ils travaillent pour la maison ou la famille. C'était ça. Et donc, parfois, ils passaient l'aspirateur dans toute la maison. Pas comme les services que je leur demandais à certains moments où effectivement mon gamin est en train de regarder la télé, son feuilleton préféré, et je lui demande de mettre la table et il me dit: oh, attends, je veux voir la fin de mon épisode. Et je dis: pas de souci, tu peux regarder la fin de ton épisode. Ou quand je demandais de passer l'aspirateur dans une pièce et parfois il était en train de faire quelque chose et il me disait: mais je le fais après. Et là, c'était pas un souci. Non, ces minutes de travaux d'intérêt généraux, quand je disais qu'il devait le faire à ce moment-là,
parce que voilà, ça avait été… Mais là aussi, hein, j'étais raisonnable, je n'allais pas leur demander de faire ça au milieu de leur feuilleton préféré. Et donc, mes enfants étaient… voilà, ils ont appris à passer l'aspirateur, à faire tout le ménage, ça m'aidait vachement, à jardiner, à faire les lessives. Mon plus jeune est même très doué pour leur passage. Et résultat, devenus adultes, ils étaient complètement capables de se prendre en charge. Et c'est vrai que moi, en tant que maman, franchement, c'est pas facile hein, d'être maman de 2 enfants atteints de TDAH et de voir que parfois, tout le ménage de la maison pouvait se faire parce que voilà, c'était des minutes de travaux d'intérêt généraux et c'était une punition, enfin une sanction que mes enfants acceptaient tout à fait. Ça leur posait pas de problème, quoi. Hein. C'était chouette, c'était un mode de fonctionnement qui nous convenait bien. Mais c'est ça, c'est une sanction, mais en même temps qui apprend des choses et qui permet d'arriver jusqu'à une autonomie au final. C'est ça l'idée, c'est que tu arrives à trouver un système avec tes enfants qui, ok, c'est une forme de sanction pour eux, et en même temps, ça apprend, ça met des choses en place aussi pour leur avenir. Et toi, ça te facilite aussi le quotidien à ce moment-là. Ouais, en fait, moi, je me souviens très bien d'une, je ne sais plus quelle institutrice de mes enfants, chaque fois qu'elle punissait les gosses de sa classe, elle leur demandait d'étudier les tables de multiplication. Et moi, j'étais venue lui dire en disant, enfin, c'est un peu vache. Elle m'avait dit, écoutez, je suis désolée, mais les tables de multiplication pour les gosses, c'est le plus difficile. Oui. Et en fait, la seule chose qui fonctionne, c'est la répétition. Et donc, on est dans cette année où ils doivent connaître leur table de multiplication. Et c'est pour ça que je donne uniquement cette sanction-là, parce que ça leur permet de les apprendre. Et effectivement, quand elle m'a expliqué pourquoi elle donnait cette sanction-là, je me suis dit que c'était super intelligent de sa part. Ben oui, et à chaque fois, On était dans le constructif, effectivement. voilà. Et c'est à chaque fois le même retour, c'est de se dire, je comprends pourquoi on le fait. Et donc, c'est vrai que ça fait une belle boucle avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein, c'est de comprendre les choses. C'est vraiment cette idée de mieux comprendre le fonctionnement des enfants, le pourquoi on met telle chose. Et surtout, je trouve ça super intéressant et c'est important de le rappeler, je pense, aux personnes qui suivent, c'est quand on sélectionne les règles, quand on sélectionne les récompenses, quand on sélectionne les sanctions, on le fait avec l'enfant ou avec l'adolescent. Parce que c'est là, en fait, qu'ils vont s'impliquer le plus, au final. Ils vont eux-mêmes comprendre pourquoi on le fait, comment on le fait, et surtout des choses qui vont leur parler directement. Ça va avoir du sens pour eux, et c'est comme ça qu'ils vont rentrer beaucoup plus facilement. Parce qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui imposent ce genre de choses, et là, on voit que il y a des frictions, ça ne marche pas. Et c'est là que c'est important. Oui, et c'est chaque fois à réfléchir à son mode de fonctionnement. Ouais. Par exemple, avec mes enfants, moi je me rappelle quand j'étais ado, mon père me mettait une heure pour rentrer. Enfin, c'était jamais la bonne heure, hein, Ouais. parce que c'était toujours à partir de cette heure-là qu'on commençait à s'amuser. Et c'est vrai que moi j'avais des enfants extrêmement raisonnables, je trouvais en qui je pouvais avoir confiance, et je leur ai jamais donné d'heure. C'était eux qui devaient me donner l'heure, mais ils avaient l'obligation de rentrer à cette heure-là. Et je leur avais expliqué pourquoi, parce qu'après je m'inquiète. Ouais. Et je ne veux pas m'inquiéter. C'est tout. Si je m'inquiète, ça ne va pas. Donc, il est hors de question que je m'inquiète. Donc, vous fixez l'heure. Et à la limite, vous me dites, je reste dormir chez un copain. Moi, ça ne me pose pas un problème. Mais on respecte toujours l'heure. Et pour que je ne m'inquiète pas non plus, quand ils rentraient à la maison, ils mettaient leurs chaussures devant la porte de ma chambre. Parce que ça veut dire que quand la nuit, j'allais aux toilettes, je voyais les chaussures, je savais que mon enfant était rentré. Et voilà. Mais là, de nouveau, c'est réfléchir à son mode de fonctionnement, à ce qui est important pour soi, au mode de fonctionnement de son enfant, à ses capacités, pour mettre en place des règles qui conviennent à tout le monde. Oui, tout à fait. Ok. Écoute, on arrive doucement à la fin de l'interview. C'était ultra intéressant, notamment justement toute ton expérience au travers de ce que tu as pu mettre en place, aussi bien au final avec les patients, les gens qui te téléphonent, les parents qui te téléphonent, mais aussi avec tes enfants. Et je me dis, est-ce que tu aurais 2 recommandations de livres? Toi qui écris tellement, justement, je pense que c'est important, c'est les recommandations de livres. Justement, si tu dois donner un livre à un professionnel, un livre à des parents ou à un patient ou à quelqu'un qui te téléphone, est-ce que tu as deux recommandations comme ça pour eux? Alors, pour tous, moi, je dirais de lire le livre d'Adrien de Viver, On m'appelle la tornade. Je ne sais pas si tu l'as lu. Ah oui, je l'ai lu. Alors, attends, je pense. Parce que ce que je trouve épatant, c'est on rentre dans… Hop, 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 hop.
Oui, reviens. Le voilà. Voilà, c'est celui-là. Ouais. En fait, on rentre dans le cerveau d'une personne atteinte de TDAH. Ouais. Et moi, je trouve que vraiment pour les parents, ça permet enfin de comprendre le mode de fonctionnement de leur enfant. Parce qu'on rentre vraiment dans son cerveau, quoi. Il y a des passages où je hurlais de rire tellement c'était ma vie, quoi. Je trouve. Donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment une bonne base et c'est pour tous. Ouais. Je pense que moi, en tant que professionnel, euh, c'est vrai que c'est important de pouvoir se positionner justement par rapport à ce que vraiment les patients rencontrent. C'est de se dire, ils pourront toujours l'expliquer dans un rendez-vous, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que le rendez-vous, c'est vraiment une case très formelle, ils amènent des informations, mais le vécu de la personne du quotidien, souvent, on ne prend pas le temps, en fait, en tant que professionnel, de passer ce temps et d'essayer de décortiquer ce quotidien vraiment. Et je trouve justement, effectivement, que ce parcours de vie, pour le coup, il amène énormément de choses sur cette question-là. C'est vrai que au moins, on rentre vraiment sur bah, comment ça fonctionne dans sa tête. Ouais. Moi, j'ai jamais lu un autre bouquin dans lequel on rentre vraiment dans le cerveau d'une personne atteinte de TDAH. Ouais, clairement. Je trouve qu'il est vraiment épatant et pour moi, il est vraiment intéressant pour les professionnels aussi. Hein. Ah oui, clairement. Ah, Parce que, pour moi ça. voilà, c'est important de comprendre ce qu'on vit de l'intérieur. Donc voilà, moi je trouve celui-là super. Et puis, les miens. Ben oui. Alors, j'ai écrit celui-là qui est paru l'année passée aux éditions Mardaga. C'est un livre pour adultes. Ouais. Donc pour apprendre à mieux vivre son TDAH en tant qu'adulte. Et j'essaie de trouver. Voilà. Et donc, j'explique, je ne sais pas si on voit bien, donc, il y a des règles de base pour apprivoiser votre TDAH. Reconnaissez vos difficultés, demandez de l'aide, informez-vous sur votre trouble, persévérez, définissez vos priorités, mettez en place des structures externes, devenez votre meilleur ami. Voilà, là, on est de nouveau dans ces règles de base qui sont importantes pour moi. Bon, maintenant, ça, c'est qu'un chapitre du bouquin, mais voilà, c'est vraiment un outil pratique écrit pour les personnes atteintes de TDAH, d'où l'importance de cette table des matières tellement complète. Oui, bien détaillé et ultra bien structuré pour le coup. Pour Voilà. Les gens qui suivent, vraiment, c'est très, très bien structuré. Vous pouvez vous dire, OK, ça m'intéresse. Je n'ai pas besoin de chercher dans le livre, je sais où c'est. Voilà, c'est exactement ça. C'est pour ça que je fais comme ça. Alors, celui-là, pour moi, c'est la base pour les enseignants. Ouais. Donc, TDAH à l'école, comment aider votre élève à développer son plein potentiel. Dedans, je parle énormément des aménagements raisonnables. Donc, on a la chance en Belgique maintenant que les aménagements raisonnables soient devenus obligatoires. La mise en place d'aménagements raisonnables soit devenue obligatoire. Il y a un cadre légal qui est formidable parce que ça veut dire qu'une fois que ce cadre légal est mis en place, il suit l'enfant tout au long de sa scolarité. Ce qui veut dire que dans l'absolu, si les choses sont bien faites, avec des enseignants bienveillants, chaque année, chaque enseignant pourra se baser de ce qui a déjà été fait par les autres enseignants pour ne pas perdre son temps à essayer de mettre en place des stratégies qui, de toute façon, n'auront jamais fonctionné, ne fonctionneront jamais. Ouais. Donc, et donc, dedans, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de pistes de stratégies pour aider son élève. Et de nouveau, il y a une matière. J'ai un TDAH. Hein. Ah ben oui. Donc, et j'écris pour des personnes qui ont un TDAH. Ouais. Et donc, voilà, de nouveau, une table de matière où, effectivement, des aménagements raisonnables en pratique, aménagements environnementaux, matériels, organisationnels, les solutions pratiques à des problèmes spécifiques, donc l'inattention, l'agitation, l'impulsivité, l'organisation, etc. Chaque fois, c'est pareil. Hein, l'enseignant peut se dire « Ah, il y a telle difficulté, on va là ». Et alors, aussi, avec l'association TDAH Belgique, il y a celui-là, TDAH comprendre et aider son enfant. Et on est de nouveau dans le même mode de fonctionnement, donc une table des matières ultra précise pour que, voilà, qu'est-ce que mon enfant rencontre comme problème? Il y a quoi comme souci pour le moment? Ah, contrôler l'impulsivité. Eh ben, on va au chapitre contrôler l'impulsivité et là, il y a plein de pistes de stratégie pour aider justement. Et dans chacun des bouquins, il y a aussi énormément de témoignages. Parce que c'est ça qui parle aux gens, c'est pouvoir se reconnaître dans le vécu des autres. Mais tout à fait. C'est aussi en partie pour ça que j'ai voulu faire ces interviews avec différentes personnes, c'est-à-dire
avec des professionnels qui vont se reconnaître au travers d'autres professionnels, avec des parents, avec des gestionnaires, effectivement, soit d'associations qui sont eux-mêmes parents, voire de patients eux-mêmes aussi qui rencontrent ce type de difficultés. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir donner ces informations, ces témoignages, et pour justement que ça fasse partie de la psychoéducation et que les personnes ne se sentent pas seules dans leurs problèmes. C'est-à-dire de se dire, je ne suis pas le seul, je ne suis pas isolé. Il y a d'autres personnes qui vivent ça, qui ont pu développer pas mal de choses et qui, aujourd'hui, accompagnent justement d'autres personnes qui ont ces difficultés. Et alors, donc, sur la page Facebook de l'association, mais j'ai aussi une page Facebook pardon, personnelle, je partage quasi tous les jours des idées de bouquins. Ouais. Donc, parce que chacun rencontre des difficultés aujourd'hui, demain, qui peuvent être différentes. Et donc, vraiment, j'essaie d'en partager chaque jour au moins un bouquin pour voir, voilà, peut-être que ça va parler à un parent. Il y en a sur l'estime personnelle, sur l'estime de soi des enfants, sur tout ce qui a trait évidemment au TDAH pour offrir un maximum d'outils ou de pistes pour que les parents puissent aller voir Oui, chercher ce dont ils ont besoin, parce qu'on en revient toujours à la même chose, la lecture, c'est de la psychoéducation. exactement. C'est pour ça que moi aussi, dans mon parcours, c'est quelque chose que j'essaye maintenant de mettre en place de manière quasiment systématique, c'est de donner des bouquins, de dire, voilà, par rapport à votre problématique, lisez déjà ça. Au moins, on part, et surtout, on aura le même langage pour aborder les choses ensemble par après. Je pense que c'est tellement important aujourd'hui de mettre ça en place et d'éviter justement ce qu'on rencontre encore beaucoup aujourd'hui, et dont tu parlais très très bien d'ailleurs, les mythes autour du TDAH, de ce qu'on retrouve encore, et de pouvoir donner les bonnes informations aux personnes, parce que quand elles comprennent, je pense vraiment qu'il y a des changements qui se mettent en place, déjà naturellement, et après, on va mettre les accompagnements nécessaires derrière en place. Mais écoute, on arrive vraiment à la fin de l'interview. Est-ce que tu as un dernier commentaire, une note personnelle, vraiment que tu voudrais donner aux gens qui regarderaient cette vidéo? Le TDAH, ce n'est pas une fatalité. Ok. Moi, Ça, je pense que c'est ça. C'est vraiment, on peut apprendre à bien vivre avec un TDAH. On peut vraiment en faire une force. Il y a plein de qualités qui résonnent avec le TDAH. Et une fois que le trouble est apprivoisé, tout d'un coup, toutes ces qualités s'expriment. Donc, apprivoiser le TDAH pour que toutes les qualités qui sont sous-jacentes puissent s'exprimer. ok. Ben écoute, je trouve que c'est un très beau mot de la fin, en tout cas pour les personnes qui vont suivre ça, parce qu'effectivement, je te rejoins sur l'aspect que tout le monde a d'ailleurs des qualités qui sont extrinsèques même à l'aspect du TDAH et qui vont devoir développer, mettre en place, vraiment défendre aussi dans leurs particularités. Et je pense que c'est un très beau mot de la fin, justement, cet aspect de apprivoiser votre TDAH pour pouvoir avancer. Mais écoute, je vais vraiment te remercier énormément pour le temps que tu viens de m'accorder. Ça me fait vraiment plaisir. Et de tous les messages que tu as pu faire passer, aussi bien pour les professionnels que pour les parents, les patients qui vont pouvoir suivre. Comme je vous l'ai dit, je vais tout mettre en dessous. Toutes les références dont on a parlé aujourd'hui tous les deux, je vais tout mettre en dessous et on va vraiment faire en sorte que justement l'ASBL TDAH Belgique et une tendance aussi à être plus consulté par toutes les personnes qui en ont besoin aujourd'hui, même si je sais que tu es déjà rempli de travail. Oui, Voilà. mais bon, c'est ça le but. Hein. On est là pour aider les gens. C'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un tout grand merci vraiment pour tout le Ben, travail. merci à toi. Donc, c'est vraiment important. Et puis, merci pour tous ces articles scientifiques que tu partages, que tu traduis dans des mots plus simples, que tu traduis. Oui. Mais non, mais c'est vraiment des outils super importants. Ben, merci beaucoup, en tout cas. Et donc, ben, on va s'arrêter là. Et donc, pour toutes les personnes qui suivent, ben, continuez à suivre, abonnez-vous éventuellement à la chaîne si ça vous intéresse. On va préparer d'autres interviews avec d'autres professionnels, des parents, on a des patients aussi qui vont pouvoir venir expliquer. Ben justement, on en parlait avec Adrien de Viveur, on aura d'autres patients aussi qui vont ben, venir décrire leur parcours en tant que TDAH également. Donc n'hésitez pas, continuez à nous suivre et donc je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, Sébastien. À bientôt.